salut. Hey, salut à tous, ici c'est Rack. Et aujourd'hui, on va parler des dessins animés tristes de mon enfance. Ouais. Non mais restez, je vais faire des vannes, ce sera rigolo. À une époque lointaine, avant l'expansion massive d'internet, je regardais donc, comme les gens de mon noble âge, des dessins animés à la télé ou en VHS. Concernant les VHS, j'ai eu une vision, dirons-nous, assez atypique du 7ème art, puisque tandis que les gens de mon âge regardaient par exemple des VHS de style Franklin, ou je ne sais point, Totally Spice par exemple, quelques années après, si ça a bien été en VHS, et bien par exemple de mon côté, je regardais des VHS du style Les Mélodies du Sud, à présent interdit à la diffusion par Walt Disney, ou encore des dessins animés de Daffy Duck qui flinguaient des monstres dans un univers cauchemardesque. Voilà, donc déjà ça vous met dans l'ambiance. Blague à part, ce passage est incroyable. Regardez ce dessin animé, je sais pas ce qu'il fumait au scénar et à l'animation, mais c'est extraordinaire. Et accessoirement, je devais avoir 3-4 ans quand je l'ai vu pour la première fois, et ça fait partie des plus vieux dessins animés que j'ai en tête. Et concernant donc la télé qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas pour les jeunes d'aujourd'hui, mais à notre époque, dans les dessins animés qui passaient, il y avait des trucs vraiment pas joyeux par moments. Par exemple, on avait le syndrome Bambi, comme je l'appelle, où la mère du héros devait mourir dès le début du truc. Prenons pour exemple Babar, le truc que tu regardes avec Oui quand tu as 3-4-5 ans. Tiens, faudra que je fasse un crossover animé sur l'autre chaîne d'ailleurs. Eh bien, dans Babar, dès le premier épisode de la série, moins de 15 minutes après la naissance de Babar, littéral, hein, montre en main, eh bien, notre petit éléphant manque de se noyer dans une scène de panique générale avant que sa mère ne se fasse tuer par un chasseur au fusil à éléphant. De quoi démarrer la journée sur note positive quand tu as 4 ans. Mais ça, ce n'est que la première partie de l'épisode. Et oui, puisqu'à peine le temps de dire ouf, que le chasseur revient en tirant un autre coup de fusil qui fait fuir tous les éléphants, laissant Babar seul et abandonné. C'est pas encore fini. Et oui, puisque ce dernier, prenant sa trompe à son cou, se précipite alors pour péter la jambe du chasseur via un piège improvisé, avant d'écraser son fusil, puis de s'enfuir en pleurant. Définitivement seul et abandonné de tous. Quelque chose en moi me disait qu'il allait s'écouler beaucoup de temps avant que je les revoie. Mais je savais que le destin me permettrait de les retrouver. Bon alors j'ai quand même voulu savoir comment tout ça s'unit, du coup je suis passé directement à l'épisode 66, bonne chance pour comprendre l'intrigue. Ouais bon, il a pas dû se passer grand chose de bien important. On retrouve donc Babar en Russie sur son traîneau volant, tiré par des chevaux ailés, qui s'apprête à... Sinon toujours dans le syndrome Bambi, nous avions aussi le petit dinosaure. Avec son film de 1988, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, produit par Steven Spielberg et George Lucas et rien que, qui engendra une série à succès avec non pas un, ni deux, mais 13 autres longs métrages. Et une série. Et des jeux vidéo. J'ai eu ce jeu. Et oui, c'est aussi mauvais que ça en a l'air. Petit Dinosaure donc avec pour principal protagoniste Petit Pied, qui perd sa mère aussi dès le début après qu'elle se soit battue contre un T-Rex. Est-ce que tu te souviens du chemin de la Grande Vallée? Je crois, oui. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. N'empêche, pour réussir à nous faire chialer pour un dinosaure dessiné, ils sont vraiment forts. Oui, mais monsieur Racco, la vie c'est pas toujours joyeux. Il faut aussi montrer ces choses quand c'est bien foutu aux enfants pour leur montrer que la vie n'est pas rose bonbon et leur transmettre des émotions. Eh bien, je suis plutôt d'accord avec toi, mon petit Timmy. Et voilà, on continue. Sinon, tu connais le tombeau des Lucioles? Moi, je l'ai vu à 5 ans. Sinon, en mention honorable, nous avions aussi Marcelino, que je n'ai pas vu pour le coup, et qui se termine littéralement par la mort de Marcelino pour rejoindre sa mère décédée. Mes chers frères, je crois que Marcelino a enfin retrouvé sa maman. Je vais même pas en parler. Ainsi que Rémi sans famille, mais là je crois que le titre parle de lui-même. Mais le vieil homme était mort depuis longtemps. Princesse Sarah, mais je l'ai pas vu non plus. Et puis je vois même pas pourquoi j'en parle, d'ailleurs on parle de mon enfance, pas de la vôtre. Ou encore Olive et Tom. Mais là en fait c'était juste triste parce que l'école reprenait pour moi à chaque fois en plein milieu de l'épisode et que du coup je pouvais jamais voir la fin. Du coup j'ai pas tout compris à l'intrigue. Hein. Bon en vrai c'était pas forcément un problème puisque le temps s'écoulait visiblement au ralenti dans cette série. Entre le père prisonnier depuis 4 ans sur son bateau et le tir de marque qui prend 2 épisodes, c'était pas une série rapide. Hein. Mais justement le fait de ne jamais pouvoir voir Olive et Tom jusqu'au bout, c'était aussi parce que sur Midi les Zouzous, oui c'est dans l'émission, où passait la série,
il y avait un autre dessin animé qui passait avant. Un dessin animé qui, à mon humble goût, explose le compteur niveau tristesse. Les Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie est donc une série française de 26 épisodes de 23 minutes en moyenne, soit environ 10 heures, parue originalement entre 1998 et 1999, et dont on salue au passage le travail graphique que je trouve plutôt intéressant. Parue tout d'abord sur France 3, puis Canal J, et enfin Midi les Zouzous, ainsi que TJ selon le Wikipédia, mais je n'ai jamais eu cette chaîne, et je ne pourrais donc affirmer ni confirmer ces propos, ceux qui s'en foutent levez la main. Une série dont on découvre donc l'histoire de Sophie, et Sophie... eh ben, elle a des malheurs. Au programme, parents décédés, enfants maltraités et cruauté envers les plus faibles. Alors en vrai, au départ, ça devait être une présentation rigolote du début à la fin, mais plus j'ai avancé dans le truc, et plus c'est devenu vénère. Et plus j'ai trouvé ça aussi intéressant parallèlement. Donc j'essaierai de retranscrire un peu mon point de vue qui a évolué au cours du visionnage, de la même manière que j'ai découvert la chose. Donc voilà, je vais faire des vannes, mais je rappelle quand même que le propos de la série est quand même bien sérieux et assez vénère, hein. Au score moi-même à l'écriture. La série étant adaptée du roman au même nom, paru dans une trilogie, parfois appelée la trilogie de Fleurville, car Sophie vit dans le manoir de... Fleurville, personne ne suit. C'est dans la Saône-et-Loire. Qui est une trilogie parue entre 1858 et 1859, avec dedans Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et enfin Les Vacances. La série reprenant ces trois romans, mais en changeant la chronologie du déroulé de l'histoire. Et en s'inspirant aussi au passage d'autres romans hors de la trilogie, tels que Les Bons Enfants, paru en 1862, ou encore Les Deux Nigauds, paru en 1863. Roman tous écrits par la comtesse de Ségur, qui est... morte sinon elle aurait 223 ans, mais qui est aussi connue pour dénoncer le recours au châtiment corporel envers les enfants dans ses romans, via en particulier donc le personnage de Sophie de Réan, l'héroïne de la trilogie, et qui porte d'ailleurs le même prénom de la comtesse française d'origine russe, Sophie Rostopchine. Une dénonciation des châtiments corporels qui est en fait intéressante, car à l'époque où furent écrits ces romans, il n'y avait en fait quasiment rien d'existant pour la protection des mineurs. Ni des mineurs d'ailleurs. Quelque chose d'un peu nouveau donc, et qui participa à la popularité de ces romans. Popularité qui n'a d'ailleurs pas failli avec le temps, puisque l'histoire de Sophie de Réan fut adaptée en plus de la série animée en 3 films parus respectivement en 1946, 1979 et 2016. Mais en fait, en réalité, chose peu connue, c'est que la série d'animation ne fait pas exception, puisqu'elle a elle aussi eu le droit à son propre format version film. Ces 10 heures ayant été recoupées dans un film qui a la tâche de condenser tout ça en 1h19. Je cite, en retraçant des moments forts de la série. Et bon, Lucette, bonne chance. Du coup, ça tombe bien parce que j'avais la flemme de revoir toute la série et que je l'ai complètement oubliée. Ha 15 000 likes pour que je la regarde en live pendant 10 heures d'affilée. Note, en vrai, je croyais au début que le film résumait toute la série. Mais en fait, c'est juste l'un des arcs de la série, vous allez voir. Mais du coup, je laisse comme ça à l'écriture. Comme ça vous fait découvrir le film et l'histoire comme moi-même je l'ai découvert. Enfin, redécouvert. Enfin bref, c'est plus nature. Tout commence par un accident de carrosse où une mère et sa fille manquent de mourir. On s'ambiance tout de suite. Du sang! Mère et sa fille, se prénommant Madame de Rosebourg et Marguerite de... Rosebourg, ça suit toujours pas. Qui sont recueillies par les habitantes du château de... Fleurville, ça suit vraiment pas. Que sont Madame de Fleurville, et oui, d'où le nom du château, et ses filles, Madeleine et Camille. De Fleurville. Celle-ci, blessée, se rétablissant au château avant d'y élire finalement domicile, car s'entendant bien avec ses habitantes. Ah, et le chauffeur va bien aussi sinon. Mais au même moment, un autre carrosse arrive. Cette fois-ci non pas chez les Fleurville, mais au château de Réan. Il s'agit de celui de Sophie et de sa gentille belle-mère, Madame Fichini. Fleurville, nous sommes presque arrivés. Qu'est-ce que vous marmonnez? Ne commencez pas à geindre par pitié, vous m'exaspérez. Mais... Comme vous avez changé, vous avez coupé vos cheveux et perdu vos belles joues, le bonheur de la Normandie va vous rendre vos couleurs. Comment ça, la Normandie? Ces stupides discours vont-ils bientôt prendre fin? Quel accueil! Bref, et c'est donc à ce moment-là que j'ai réalisé que le film avait zappé les 10 premiers épisodes de la série. Autrement dit, tout son premier arc sur les 3. Du coup, un petit résumé des 10 premiers épisodes, que j'ai pas vu en entier mais que j'ai quand même dû rattraper un peu pour le coup. Merci internet. L'histoire commence donc au château de Réan, où l'on découvre Sophie de Réan. Sophie qui passe son temps à faire des bêtises, je cite, comme mettre des coups de fourchette sur l'âne pour le faire avancer, ou encore mettre un écureuil en cage. C'est sûr, ça aide pas forcément le spectateur à s'attacher au personnage principal. Sophie, qui vit principalement avec sa mère et ses amis, Camille et Madeleine, ainsi que son cousin Paul, délaissé par ses parents. Tandis que son père, Henri de Réan, président des chemins de fer, n'est pour sa part jamais présent à la maison puisqu'il passe son temps à bosser à Paris.
probablement avec le père d'Olivier. Bref, tout se passe donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce jusqu'à l'épisode 8 où sa mère meurt tragiquement dans un naufrage et que son cousin disparaît en mer. Attendez-nous, maman! Ah, super les vacances en Amérique. Une fois arrivé à destination en Louisiane, où la famille de Réan était partie pour hériter de la fortune du bon ami à présent décédé de Henri, Monsieur Fichini, c'est cette fois-ci au tour du père même de Sophie, qui de toute évidence a contracté la tuberculose, de mourir. Mais avant de décéder, et afin de ne pas laisser sa Sophie orpheline, il décide de se marier avec la fille adoptive de Monsieur Fichini, Fedora Fichini. Fedora, qui, dès le jour de leur mariage, après avoir fait croire à Sophie qu'elle était gentille, montre son vrai visage et se met à maltraiter celle-ci. Chose qui n'est pas sans mettre le père de Sophie en colère, qui se met à frapper Madame Fichini. Il y a rien qui va dans cette série en fait. Je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Chaque fois que vous oserez la toucher, madame, je vous traiterai comme je viens de le faire. Demandons pardon à Sophie de lui avoir offert une telle mère, et lui promettant de l'éloigner d'elle, il ne peut en revanche tenir sa promesse, puisqu'il décède peu après. Sophie se retrouvant donc dans les mains de sa belle-mère, et de sa cruauté, puisque pour l'humilier, elle lui coupe pour exemple ses cheveux, juste après le retour de l'enterrement même de son père. Haha, une très belle histoire. Celle-ci rentrant finalement en France accompagnée de Sophie, afin de prendre possession du château des défunts Réan. Moment où l'on retrouve donc notre intrigue. Et à peine arrivé au château... Et bah ça commence mal. Et oui, puisque Madame de Fichini, odieuse au possible, et qui crie littéralement à chaque scène, commence par jeter dès leur arrivée les affaires de la défunte mère de Sophie. Madame, débarrassez-moi de tout ça à l'instant. Bien, madame. Oh, Sophie, que faites-vous là, mademoiselle? Je vous interdis d'entrer chez moi sans y être invitée. Sophie, qui est d'ailleurs punie elle-même de suite après leur arrivée. Quant à vous, mauvaise bête, rentrez dans votre chambre, que je ne vous vois plus. Avant de voir le dernier portrait de sa mère qui lui reste, lui être enlevé malgré ses pleurs et supplications. Celle-ci manquant d'ailleurs de peu de se faire battre, bien qu'on comprend rapidement que cela est en fait devenu courant avec sa belle-mère. Alors 1, c'est évidemment horrible, et 2, je me demande si ce dessin animé passerait encore aujourd'hui à la télé. Non mais genre, je veux dire, vraie question quoi, avec la cancel culture et tout, quand tu vois que sur Disney+, par exemple, ils te mettent des avertissements pour les aristochats, je répète, les aristochats, est-ce que les malheurs de Sophie ça passerait vraiment à la télé ? Je veux dire, c'est quand même un peu plus vénère là. Bref, l'on retrouve alors Marguerite, Camille et Madeleine en train de jouer avec une diligence qui se casse, entraînant les pleurs de la petite Marguerite. Ne pleure pas. Mais wesh, tout le monde pleure là-dedans, arrêtez! Laissez-moi un peu de répit, on n'en est pas encore aux 10 minutes du film, hein. Déjà que son vrai carrosse se pète alors. La scène profitant pour nous annoncer que Madame de Rosebourg, la mère de Marguerite, est enfin guérie. Ah, enfin une bonne nouvelle! Mais retour à Sophie, où sa belle-mère enferme les portraits de ses parents sous les escaliers en demandant à Sophie de ne plus jamais parler d'eux. Voilà, je crois, qui devrait vous aider à m'obéir et à ne plus parler de vos parents. On se marre bien. Mais retour à Madame de Rosebourg, qui après une discussion avec Madame de Fleurville, décide finalement de rester chez elle. Je vous résume la scène. Oh là là, je suis guérie! Mais ça me rend triste de devoir partir. Mais non, t'inquiète, sœur, tu peux rester autant que tu veux, Inch'Allah. Bon, après, c'est un résumé condensé, hein. Madame de Rosebourg, dont on apprend qu'elle a aussi d'ailleurs perdu son mari dans un naufrage en pleine mer. Tandis que pour Madame de Fleurville, le sien est mort à la guerre. Et bah comme ça. Bref, leur fille venant alors leur annoncer la nouvelle. Sophie est revenue en France et est à présent dans son château. Ces dernières l'invitant de suite à venir partager un goûter. Aucun malheur depuis 2 minutes, c'est terriblement suspicieux. Mais point de panique pour cela Thierry, puisqu'on retrouve alors Sophie en train de manger en cachette dans le placard interdit avec le tableau de sa défunte mère parce que oui, Madame de Fichini interdit aussi à Sophie de manger. Au secours. Celle-ci, après lui avoir d'ailleurs gentiment demandé de l'appeler maman, la menace même de l'enfermer sans boire ni manger pendant 3 jours, avant que l'invitation des Fleurville ne vienne sauver Sophie. Je vous ai déjà dit de m'appeler maman, mais vous n'en faites qu'à votre tête, petite mal élevée. Que je vous surprenne à nouveau dans ce placard et je vous y enfermerai pendant 3 jours, sans boire ni... Une invitation, madame. Madame de Fichini répondant favorablement à celle-ci, et ces dernières se rendant alors au château. Le lendemain, après s'être tapé le meilleur repas de sa vie, tandis que Sophie a gracieusement eu un morceau de pain, Madame de Fichini dit la vieille, et Sophie se rendent finalement chez les Fleurville. Bien sûr, en demandant au préalable à Sophie de ne pas faire son intéressante en parlant du naufrage de ses parents. Que ce soit bien clair, mademoiselle, je vous défends de faire votre intéressante et de parler à vos amis de ce qui vous est arrivé. Vous ne parlerez ni du naufrage, ni de vos parents, c'est compris. Vos petits malheurs n'intéressent personne.
Et si l'envie vous prenait de me désobéir, je vous fouetterais de manière à vous le faire regretter, croyez-moi. Je ne dirai rien, je vous le promets. Après ces douces paroles, ces dernières arrivant enfin au château. Les voilà, les voilà. Après un arrachage de bras et les joyeuses présentations ayant été effectuées, Mais où il est, Paul? Personne ne le sait. Il était sur un bateau et le bateau a coulé. Taisez-vous et laissez-moi. Il ne faut rien dire. Si ma belle-mère nous entend, elle me battra. Moi aussi, mon papa, il était sur un bateau qui a coulé. il arrive alors un nouveau drama, puisque Madame de Fichini tombe par terre. Chose qui n'est pas sans faire rire toute la galerie. Mis à part Sophie. Qui paiera pour ces rires? Transition, l'on retrouve alors les filles en train de jouer ensemble au catch et... Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Alors, arrêtez, mais pas comme ça. Bref, après que Camille ait donné une gifle à Sophie pour l'arrêter, celle-ci, déjà en pleurs, se prenant alors une deuxième baffe de par sa belle-mère. Tout le monde se mettant cette fois-ci à chialer, mais puisqu'il n'y en a jamais 203, celle-ci s'en prend même une troisième. Cela m'en fait deux. Cela m'en fait deux. De quoi, petite sotte? Deux gifles. Voilà la seconde pour ne pas te faire mentir. Mais... Camille venant finalement s'excuser, aimant même pour sauver Sophie de la punition. Punition dont elle écope par ailleurs. Ce qui n'est pas sans la faire pleurer, surtout qu'au final cela ne servira à rien, puisque Sophie est aussi punie. Ces dernières ne pouvant manger ni gâteau ni sorbet. Non mais, temps mort frère. On en est à 24 minutes du truc. Je crois il doit y en avoir littéralement 6 montres en main, où il y avait du monde qui pleurait à l'écran. C'est quoi ce ratio? Merci Camille de n'avoir pas dit que j'avais poussé Marguerite. Ma belle-mère m'aurait battue jusqu'au sang. Personne ne mangeant finalement au goûter, sauf la vieille qui se goinfre comme pas permis. Ce qui n'est pas sans énerver la petite Marguerite, qui ne manque pas de lui faire remarquer. Mais puisque la série a son nom en tête d'affiche, c'est bien évidemment non pas Marguerite, mais Sophie qui prend cher pour ses propos. Celle-ci se faisant en plus de cela frapper par la vieille à peine partie. Je vous en prie. Madame de Fleurville et de Rosebourg décidant alors de réinviter les Réans le plus souvent possible afin que Sophie puisse échapper à ce quotidien. Madame de Fleurville qui explique d'ailleurs à Marguerite, qui est toujours énervée contre Sophie, pourquoi Sophie agit de la sorte. Et ce passage, il a beau être court, je crois que c'est un des deux passages les plus intéressants du film. Ma petite Marguerite, Sophie n'est pas méchante. Elle est malheureuse. Mais la tragédie la plus importante à tous ces événements est bien sûr qu'il n'y a plus de fleurs à présent écrasées pour la fête de Fleurville qui va avoir lieu le lendemain. Oh no! Anyway. Espoir, tristesse et panique envahissant les habitants du château. Mais c'était sans compter sur Madame de Rosebourg qui achète et fait planter des fleurs de nuit. Ah bah ils avaient pas TikTok pour s'amuser hein. Et c'était tant mieux. Nous retrouvons quelque temps après un chien enragé en train de poursuivre un hérisson qui se fait attraper. Non, pas ça, Monsieur Sonic, non. En plus, ça se mange même pas. Ils n'ont plus de maman? Eh non, mademoiselle, je l'ai tué. Oh, il fallait bien, c'est mauvais le hérisson. Les hérissons, ça mange les petits lapins et les perdreaux. Ils vont mourir de faim sans leur maman. Ne vous inquiétez pas, ma petite demoiselle, je vais les tuer aussi. Quoi? Non, je vous en supplie, Nicaise, ne faites pas ça. L'intrigue en roue libre totale. Les enfants allant de suite prévenir leur mère qui leur dit de ne pas s'inquiéter. Les hérissons, ça ne mange pas les petits lapins, hein, maman? Voyons Marguerite, si Nicaise le dit, c'est que c'est vrai. Eh bah, passer sa journée dans une bibliothèque pour sortir ça. Bref, la vieille arrive entre deux et défonce Sophie au passage, et Sophie ainsi que les filles retournent tout ensemble aller voir le gardien. Qui a déjà creusé le trou? Les trois petits sont là? Ah non, là c'est la mer, les petits sont dans la mare. Il les a jetés dans la mare. PTTR, mais c'est quoi cette horreur? Ils sont déjà morts à l'heure qu'il est. On peut aller jouer alors? Camille et Madeleine, c'est l'heure de votre leçon d'algèbre. Et en plus elles sont algèbres. Mais c'est horrible, mais y a rien qui va. Abandonnant leur mission de sauvetage, Sophie et Marguerite partent en jouer toutes les deux ensemble. Forcément il va se passer un truc horrible. Et ben voilà, elle est tombée. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh bien, on va aller voir les hérissons, ça va être drôle. Ah ouais, super fun. Sinon il y a aussi l'écureuil mort sur la route. Bon là ok, c'est sûr, niveau activité, je veux bien donner un léger avantage à TikTok. J'insiste sur le léger hein. Ces dernières arrivant alors au marais. Ah, il y a un hérisson qui se noie. Fais attention, Sophie. Mais qu'est-ce que je regarde? Sophie tombant alors dans l'eau. Bien évidemment. Allez, comment peut-on faire pire? Et ben voilà, elle est tombée aussi, j'ai même plus le temps de finir mes phrases, c'est fou. Remontant finalement à la surface, Marguerite courant partir chercher du secours. Mais Sophie, non secourue, se noie, entraînant ainsi la fin du film.
Et le hérisson alors non, Sophie étant donc finalement sauvée bien évidemment entre deux flashbacks sur son naufrage. L'armée trauma au programme, tandis que sa belle-mère arrive, à peine secourue, pour la défoncer. Bien sûr, bien sûr. Le lendemain, la vieille le lendemain disant en privé à Madame de Rosebourg et de Fleurville qu'elle s'apprête à partir en Italie et qu'elle aimerait bien se débarrasser de Sophie pour son voyage. Donc si elle pouvait la prendre chez elle, ça l'arrangerait bien quoi. Chose que Madame de Fleurville accepte. L'occasion en effet parfaite de tirer Sophie de son environnement malsain. Sophie de son côté disant à ses amis qu'elle n'a jamais été tant battue, qu'elle saute des repas à cause des punitions et qu'elle s'inquiète de devoir partir en Italie. Celle-ci, après une course, révélant par ailleurs qu'elle n'a pas le droit non plus de boire sauf un seul verre au dîner. Tu ne vas pas? Oh, j'ai faim. Tu n'as pas mangé? Non, j'ai été privée de déjeuner. Comment cela? Tu n'as pas le droit de boire? Non, ma belle-mère me le défend. Comment? Tu ne peux même pas boire un verre d'eau? Absolument rien, jusqu'au dîner. Et au dîner, un verre seulement. Mais fort heureusement, l'annonce de la bonne nouvelle concernant l'Italie est annoncée à Sophie. Elle passera bel et bien le temps du séjour chez les Fleurville. Mais c'était bien sûr beaucoup trop de bonheur une fois, puisque la vieille accuse Sophie d'avoir bu du sirop, et vient donc pour la prendre à l'écart et la punir en la battant. Ces marques que vos pieds ont laissées sur le sable devant ma fenêtre. Non! Non, je... Ah! C'est la seule chose que vous comprenez. Mais cet anime, c'est pas pour les enfants en fait. Le plus frisant sous ceci étant que Sophie n'avait réellement pas bu le sirop. Sauf que personne ne la croit, ce qui l'amène à pleurer encore plus. C'est pas moi, je n'ai pas touché à sirop. Et oui, puisque la voleuse était en fait la fille de la bonne. Bonne qui, en découvrant cela, s'apprête à battre sa fille, avant que Sophie ne l'en empêche. Et qu'elle se remette du coup à pleurer. Mais ça, je crois que j'ai plus besoin de le dire à force, puisque c'est une composante de l'animé. Si quelqu'un ne pleure pas toutes les 45 secondes, c'est pas normal. L'affaire du sirop étant finalement expliquée à la vieille, mais qui ne veut rien entendre. Ce qui n'est pas sans provoquer une dispute avec les invités, qui décident enfin, après tous ces mauvais traitements, de prendre la défense de Sophie. Alhamdoulilah, on n'y croyait plus. Madame, c'est vous qui êtes méchante. Chère madame, vous avez puni Sophie injustement en l'accusant pour le vol du sirop. Vous lui devez donc un dédommagement. Après discussion, il est finalement décidé que Sophie partira vivre chez les Fleurville dès le soir même. Celle-ci en menant... Eh bien, aucune affaire avec elle, puisqu'elle n'a plus aucune fringue, si ce n'est celle de sa poupée qu'elle avait pour le coup cachée à cause de sa belle-mère. Belle-mère qu'elle quitte donc enfin, non sans une mise en garde de cette dernière. Prenez garde à vous, je reviendrai un jour. Nous retrouvons donc Sophie chez les Fleurville en train de passer... Mais oui, je crois que c'est ça. Un moment sans malheur. Sophie passe un beau moment. Mais malheureusement, il ne faut jamais avoir trop de bonheur à la fois, comme le dit si bien... Mon père, il y a vraiment personne qui suit aujourd'hui. Et oui, puisque Sophie, enfin sans restriction pour manger, réussit à manger, à s'en faire vomir et à en être malade. À peine guérie, elle s'en prend cette fois-ci aux autres filles qui veulent offrir de la confiture à la bonne qui n'en a jamais. Sophie, privée pendant si longtemps, voulant en fait tout garder pour elle et finissant par se battre avec Marguerite et à tout détruire de rage. Voilà ce que j'en fais de vos cerises. Je me moque de la mère Jean et de ses confitures. Madame de Fleurville qui arrive au même moment, emmenant alors Sophie au cabinet de pénitence, quel joli nom, duquel celle-ci ne pourra sortir avant d'avoir réfléchi à son acte et écrit pourquoi elle le regrettait. Celle-ci essayant en vain de s'enfuir avant de tout défoncer dans la pièce et de s'effondrer en larmes. Ah, je m'amuse à chaque instant à faire cet épisode. S'endormant finalement, elle se met alors à rêver et revoit sa mère. Oh tiens, salut Marcelino. Mère de Sophie qui lui propose entre deux choix. Celui du chemin du bien, qui est tout pété, ou celui du jardin du mal, qui ne demande aucun effort, mais qui est mal du coup. Sophie se réveillant alors. Madame de Fleurville qui revient la voir, tout en gardant son sang-froid face au carnage fait dans la pièce, lui remettant alors de l'encre et une plume en place. Chose qui n'est pas sans faire pleurer Sophie. Ah mais pourquoi j'ai pas mis un compteur de pleurs au début? Madame de Fleurville et de Rosebourg discutant de Sophie suite à cela, dans une partie, sans ironie, réellement intéressante. Discutant du fait de reprendre son éducation en main, ce afin qu'elle puisse retrouver son équilibre. Avoir maltraité Sophie à ce point alors qu'elle venait de perdre ses parents. Ah, c'est honteux, en effet. Et il ne m'est pas facile aujourd'hui de rester ferme avec elle. Cela me fend le cœur. Sophie a réellement besoin de quelqu'un qui l'aime et qui prenne son éducation au sérieux. Oh, je crois en effet qu'elle en a besoin pour se reconstruire. Madame Fichini ne lui a appris qu'à dissimuler et à esquiver les coups. Il nous faudra du temps pour lui redonner confiance. Mais nous y arriverons. Madame de Fleurville, dont j'ignore toujours le prénom, Ginette, merci Wikipédia, lui apportant alors à manger.
Mais Sophie n'a toujours rien écrit. As-tu réfléchi à ce que tu avais fait? Sophie, je sais que tu es malheureuse, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre aux autres. Je veux que tu comprennes que nous sommes là pour t'aider. Laissant la porte ouverte à Sophie, au lieu de s'enfuir face au choix qui s'offre à elle, cette dernière décide de rester et se met à écrire. S'endormant sur sa feuille, elle se remet alors à rêver pour se retrouver de nouveau dans le jardin du mal. Jardin où des enfants jouant ensemble apparaissent alors. Eh mais sortez de mon rêve, sale mioche! Mais leur jeu, loin d'être une simple partie de Uno, se transforme rapidement en méchanceté. Ces derniers se mettant à faire du mal à Sophie, tandis que la végétation, pour sa part, se transforme devant ses yeux, les fleurs devenant des araignées et les fruits des abeilles. What is going on, Mr. Racco? Sophie tombant alors dans l'eau avant de retrouver sa mère et de se réveiller. Se mettant à pleurer, et oui ça faisait presque une minute, sa lettre est finalement terminée, et elle demande pardon à Madame de Fleurville et aux autres. Je vous demande pardon. Celle-ci, enfin tranquille d'esprit, retournant jouer avec ses amis, avant, le soir venu, durant un nouveau rêve, de prendre cette fois-ci le chemin du bien, qui, malgré les embûches, finit par s'aplanir pour devenir un jardin dans lequel elle retrouve sa mère. Et surtout pas Marcelino! Le film s'achevant sur son sourire durant ce rêve. Alors, je suis convaincu que c'est pas du tout la fin de l'animé. Internet, à moi le résumé. Sophie, donc, après ces événements, ne souhaite plus être sous l'emprise de sa belle-mère et désire se faire adopter par Madame de Fleurville. Après 2 ans d'attente, cela arrive enfin quand Madame de Fichini, dit la vieille, qui s'est remariée en Italie, meurt finalement, en s'excusant peu avant à Sophie d'avoir été méchante avec elle durant tout ce temps. Pardon de t'avoir fait souffrir. C'était malgré moi. Puisses-tu me pardonner? Pardon qu'elle refuse de... Non, je rigole. Pardon qu'elle donne évidemment, ayant gagné en maturité suite à la compagnie et à la bonne éducation des Fleurville, lui ayant en fait permis d'affronter son passé. Je vous pardonne, bien sincèrement. Vous avez été si bonne de me confier à Madame de Fleurville, qui est pour moi la meilleure mère qui soit. Merci. Merci, mon enfant. Sophie, de nouveau orpheline, étant donc adoptée par Madame de Fleurville et son frère Monsieur Rugès, lui, le père de Jean et Léon. Qui que ça puisse être? Les cousins de Camille et de Madeleine. Enfin, je crois. Et twist de la cerise sur la confiture, son cousin Paul, qui avait disparu dans le naufrage, n'était en réalité pas mort, puisqu'on le retrouve enfin après 6 ou 8 bons épisodes avec le commandant de Rosebourg et son second Blaise Lecomte. Qui que ça puisse être aussi. Magaou Néglou Maou. Toi pas vouloir Calipou, Baké Naou Gaou Baté. Moi déjà femme. Maou Glaou Né Calipou Gaou Maou Glapé. Aramburu, Terraguan, Né Cacao. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Après une légère ellipse de 10 ans, on retrouve Sophie qui se marie avec Jean, qui est techniquement devenu son frère, mais passons pas de lien du sang, rassurez-vous, même si ça se passe en Normandie, et part habiter avec lui au château de Réan. Tandis que Paul épouse Marguerite, qui doit pas être bien âgée, et que Camille et Madeleine pour leur part se sont aussi mariés de leur côté, et ont même des gosses, Georges et Catherine, mais ça on s'en fout. On apprend aussi, je cite, que Sophie était entre-temps devenue la marraine de Pauline, fille benjamine de la famille de Rosebourg, née peu après l'adoption de Sophie par Madame de Fleurville et de Monsieur Rugès, et quant à Léon, le frère de Jean et donc cousin de Camille et Madeleine, il devient officier dans l'armée. Bon, j'ai rien compris. En tout cas, tout le monde il est heureux, et Sophie, ben elle a plus de malheur. Enfin, et puisque vous avez été jusqu'ici, je vous remercie déjà, eh bien je vais à présent vous donner mon avis sur le film. En fait, pour faire simple, déjà la série dans son ensemble, je comprends pourquoi j'ai pas aimé étant enfant. Pas assez d'action, beaucoup d'événements tristes, et un personnage principal auquel on a du mal à s'attacher, de par des réactions qu'on ne comprend pas toujours des fois étant gamin. Et puis bon, quand t'es un garçon de 6-8 ans, les aventures d'une petite fille au 19e siècle, c'est pas que tu t'en fous, mais ça manque un peu de robot quoi. Mais là, après avoir vu le film de la série, maintenant adulte, eh bien, c'était quand même vachement intéressant. Bon certes, on sent bien que les épisodes sont condensés, ce qui fait du coup que Sophie s'en prend vraiment plein la tronche, mais ça permet à la conclusion, selon moi la partie la plus intéressante du film, d'être encore plus impactante. La morale de fin, où on voit l'opposition de 2 modèles d'éducation, la violence et la cruauté par Madame de Fichini, qui ont rendu Sophie triste et violente, et qui cherche du coup à se décharger de son poids et de sa tristesse, par exemple en frappant les autres, ou en favorisant ses propres intérêts, quitte à piétiner sur ceux des autres, littéralement pour le coup, contre la patience et la compassion de l'éducation donnée par Madame de Fleurville à l'opposé, en lui montrant qu'elle la comprend, mais lui enseignant aussi dans le même temps que ce n'est pas parce qu'on souffre qu'il faut faire souffrir les autres, montrant par ailleurs à plus grande échelle le cycle vicieux que cela crée, et les résultats que cette éducation et cette compassion produisent chez Sophie, à la fois sur elle-même
et sur ses relations avec son entourage. Je trouve ça très intéressant, ça montre bien l'impact que l'éducation peut avoir sur un enfant, tout en dénonçant les mauvais traitements et en montrant l'impact qu'eux aussi peuvent avoir. Alors ça me change des dingo pictures, ça. Après, je ne dis pas que le film est exemple de défaut, hein. Une fois de plus, ça se sent que c'est des épisodes concentrés. Mais sur sa morale de fin, je le trouve très réussi, et je lui mets donc la note de 0,98 dracodollar au carré. Et je vous parie que si vous le regardez, vous n'y serez pas insensible. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était très long à écrire, très long à enregistrer et extrêmement long à monter. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à payer un thé à votre fidèle serviteur via les liens qui seront affichés dans la description, ainsi qu'à me soutenir plus simplement en vous abonnant, en mettant un like, ainsi qu'à me retrouver sur ma chaîne secondaire et mon webtoon. Sur ce, un grand merci justement aux donateurs pour terminer, voici quelques-uns de leurs noms dans ce générique. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez avoir votre nom cité au générique si vous faites un don, rire commercial. Un grand merci donc à Astropong, Karen, Virgule, Tomic302, Akanoa, Zoarion, Amrosi, Treller, Liliane 11100, Rulia, Romain, Nabus, Enifelda, Pollux et Woolry, et Corentin.